Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par la SBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground. Et vous retrouvez tous les épisodes sur le site whatsyourstory.be. You're listening to the Podcast Factory. Bienvenue pour un nouvel enregistrement de nos podcasts. Alors, c'est un épisode spécial Podcaston. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est la deuxième année pour laquelle nous participons à cet événement. C'est une prise d'interview avec des associations qui ont des œuvres caritatives ou des œuvres sociales, des actions sociales, et on les met en avant pour faire des appels aux dons. Et cet épisode est particulièrement spécial pour cette raison, mais aussi parce que mon invitée, Marine, s'est déplacée expressément de Suisse à Bruxelles pour me rencontrer. Merci Marine pour ça déjà. Avec plaisir, merci Michel de me recevoir. J'invite nos auditeurs et auditrices à ne pas oublier que le but c'est de faire des appels aux dons. On vous mettra un lien dans le descriptif de l'épisode et on vous invite à faire des dons, s'il vous plaît. Ça permettra à cette association de grandir. Je voudrais commencer par un petit mot de présentation. Alors, dans mes podcasts, souvent je demande de ton rêve d'adolescente, Marine, à ce jour, que s'est-il passé? Es-tu aligné avec ton rêve finalement? Ça permet de voir un peu ce que tu as fait comme études, ce que tu as fait dans ta vie et qu'est-ce qui te relie au sujet qu'on développe aujourd'hui. Et j'ai envie de te poser aussi cette question-là. Alors mon rêve d'adolescente, il est en lien avec un film qui s'appelle Le Château ambulant de Hayao Miyazaki. Et dans ce film, moi, ce que j'ai adoré, c'est que c'était, en fait, finalement, les personnages deviennent famille. C'est des personnages qui ont tous des parcours atypiques, qui viennent tous d'endroits différents, qui ont tous eu une galère, un moment où voilà. Et finalement, ils se retrouvent ensemble et ils créent une famille ensemble, une famille de cœur. Et ça m'a toujours énormément porté. Voilà, je dirais que c'était ça mon rêve d'adolescente. Ça a guidé un choix d'études? Le mot ambulant, le château ambulant, on va dire que ça a été ça mon parcours. Beaucoup à bouger, à voyager, etc. À te chercher alors? À me chercher, ouais. J'ai eu pas mal de quêtes personnelles. Et d'ailleurs, pour la deuxième association dont je parlerai tout à l'heure, ça fera sens. Mais non, j'ai suivi des études en agronomie. Donc, Est-ce que toi, tu te sens aligné avec ce rêve d'adolescente? C'est oui. La réponse est oui, clairement. Oui. Parce que dans les deux projets, tu les rejoins. Exactement. Il y a la notion de quête de sens, se trouver et en fait rassembler différentes parts, rassembler différents êtres et faire quelque chose de diversifié, quelque chose de mouvant, de neuf. Le mot qui me revient à chaque fois, c'est une famille de cœur, quoi. Marine, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? On va parler d'agilité. Pour le monde des entreprises, qui nous écoutent souvent dans notre podcast et Charmy Top, ils connaissent. Et d'ailleurs, je travaille en parallèle, moi, chez Pixis Belgique, qui est pleinement occupé dans cette voie. Et c'est comme ça qu'on s'est connus et qu'on s'est rencontrés. Donc, merci à eux déjà. Alors, je vais te laisser nous parler d'une école agile, mais une école qui porte un nom spécial. Je vais te laisser le dire et un peu m'expliquer ce projet existant. Alors, donc, cette école agile, moi, j'en parlerai avec mes mots de novice dans l'agilité. Parce que, comme tu l'as dit, ma collègue Carole, qui travaille chez Pixis Suisse, c'est elle qui avait cette envie d'amener l'agilité. Et donc, école agile, parce que l'agilité, ça va être l'état d'esprit vraiment dans lequel on veut amener l'école. Et moi, ce que j'ai aimé là-dedans, c'est à la fois le cadre agile, l'état d'esprit et cette notion d'adaptabilité, de flexibilité, etc. Je veux dire, plutôt que d'essayer de changer les entreprises, ce qu'on va continuer à faire, à un moment donné, ce serait bien d'aller en amont et de se dire, et si ça commençait par l'enseignement? Exactement. Si ça commençait en fait dès le plus jeune âge, qu'on puisse apprendre à s'autonomiser, apprendre à être créateur de sa vie, apprendre à contribuer aussi au collectif. Je veux pas la citer, mais je vais le faire quand même. Elle dit souvent que eux, ils sont payés leur entreprise pour aller justement aider les gens adultes dans les entreprises, alors que si on apprenait ça dès petit, je pense que ça enlèverait beaucoup de problématiques qu'on peut rencontrer aujourd'hui dans le monde du travail. C'est vrai qu'il y a la théorie de l'agilité, il y a des formations agiles qui sont théoriques et pratiques aussi, mais malgré tout, à un moment donné, on va devoir amener au côté pratique à changer les comportements. Et changer les comportements, c'est long, surtout s'ils sont bien ancrés. Et donc, ça fait complètement sens ce que tu dis. C'est vrai que c'est dès le plus tôt dans l'enfance, si on a d'autres approches mentales, on aura moins d'efforts à faire pour changer les comportements parfois bien ancrés. Elle s'appelle comment cette école? Pour l'instant, on l'appelle l'écosystème d'apprentissage agile. Pourquoi un écosystème? Parce qu'on veut que ce soit un lieu où les enfants puissent interagir avec le milieu. C'est pas une école où on enseigne et il y a quelque chose de descendant, mais plutôt que l'enfant est vraiment acteur de son milieu et puis il va venir choper les ressources pour lui, pour ses apprentissages. Et j'avais envie de faire une petite parenthèse pour rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure. Là, moi, j'avais travaillé dans des écoles démocratiques. Donc, les écoles démocratiques, ce sont des écoles où les enfants ils sont libres de suivre leurs apprentissages. Et c'était trop bien. Ils peuvent suivre leur passion toute la journée. Il n'y a pas de cursus scolaire. Mais le truc, c'est que la liberté, c'est un peu un cheval fougueux et c'est pas évident à apprendre à la dompter. Et donc, je voulais recréer ce choix et que les enfants ils puissent suivre leurs aspirations. Mais je m'étais dit, il faut aussi qu'on leur enseigne un cadre qui leur permette en fait de jouir de cette liberté que nous offre la vie. En fait, on est tout le temps libre.
et comment eux, ils peuvent en profiter et comment ils peuvent l'apprendre. Et donc ça, avec l'agilité, je l'ai trouvé. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés avec Carole et c'est comme ça qu'on a décidé d'avancer ensemble sur ce projet. Vous n'êtes pas que 2, vous êtes plus? Oui, maintenant, on a 2 autres personnes qui nous ont rejoints. Stéphanie, éducatrice spécialisée et qui est passionnée d'apprentissage, d'éducation, etc. Et Sandy, qui travaille beaucoup dans le collaboratif, dans l'économie sociale et solidaire, etc. et qui a plein d'autres qualités aussi pour nous accompagner dans le projet. Alors ça c'est bien parce que ça cadre bien qu'on est toujours dans une mentalité de personne qui matche parfaitement avec le programme et la manière dont est vu le podcaston. Ça c'est déjà important dès le départ. En fait, je crois que c'est tout ça qui nous a regroupés, même si on partait d'endroits différents. C'est comment on peut créer un monde meilleur pour les enfants de demain, dès aujourd'hui en fait, en travaillant avec eux. Comment est-ce que ça va fonctionner et surtout depuis quand ça existe? À peu près il y a 1 an. Le projet a commencé en janvier 2023. Même si on avait chacune eu des phases d'exploration avant, on a décidé de poursuivre un petit peu à récolter de la donnée. Après, ça a été de communiquer sur le projet, créer des synergies, trouver d'autres personnes pour nous accompagner. Et là, maintenant, on est vraiment dans la création à la fois du référentiel de compétences, parce qu'on veut un référentiel de compétences, c'est-à-dire une base mixte entre les savoir-être et les savoirs académiques qu'on veut enseigner à l'école, pouvoir évaluer, etc. Et aussi tout ce qui est le financement, parce qu'on aimerait que cette école soit abordable pour les parents. Voilà, parce qu'en Suisse, en moyenne, je dirais que c'est entre 1000 et 2000 francs par mois une école privée. Francs suisses, ouais, mais c'est l'équivalent en euros, plus ou moins. En tout cas à Genève. Et donc, c'est comment on peut rendre l'école accessible tout en proposant une alternative au traditionnel. Qui soit plus démocratique possible. Exactement. Est-ce que concrètement, il y a déjà une école avec des bâtiments? Non. Pas encore. Pas encore. Et d'ailleurs, ça nous amène finalement à un des piliers qui est l'architecture, parce qu'on veut que les aménagements soient au service de la pédagogie. On est en train de repenser complètement la manière dont l'architecture est faite pour que ce soit au service des élèves. Parce que souvent, quand on a eu des retours de professeurs, c'était une limite de se dire, bah ouais, on a 4 murs. Pas approprié à des innovations. Exactement. Ni aux innovations, ni aux élèves, en fait. Ils sont pas pensés pour les élèves, ils sont faits pour, comme beaucoup de choses, le Fordisme, quoi, tu vois. C'est on enchaîne les élèves les uns à la suite des autres le plus vite possible, faut qu'ils apprennent ceci, cela. Alors que nous, on veut vraiment se dire comment on peut nourrir tous les élèves le mieux possible. Le projet existe, vous êtes en réflexion, en préparation, en maturation. Vous avez besoin de fonds, vous faites des appels aux fonds parce que ça va vous aider, parce que chez vous, dans ce projet, il y aura un gros impact avec l'argent qui va être une nécessité absolue pour pouvoir créer des locaux hors du commun avec une infrastructure unique. Et même si on récupère un bâtiment existant, il faut l'aménager. Et je vois très bien dans ce que tu m'expliques, enfin ça c'est peut-être mon imagination qui travaille trop vite, une école, il n'y a pas des vraies classes. Non. Explique-moi, comment vous voyez le concept? Donne-moi un peu plus de comment. Marine, fais-moi rêver. On aime bien prendre une petite fille comme exemple qui s'appelle Rose. Enfin, on l'a inventée, mais voilà, c'est notre chère Rose. Quand elle arrive le matin à l'école, l'idée c'est qu'elle arrive, elle rentre dans une classe, mais c'est plutôt un groupe d'autonomie avec des enfants qui ont la même maturité d'autonomie qu'elle. Par exemple, ceux qui savent décider qu'est-ce qu'ils vont apprendre, comment. Il y en a qui sont juste autonomes sur le comment, il y en a qui peuvent être sur le quoi aussi. Donc voilà, différents niveaux d'autonomie, comme des ceintures d'autonomie, si on reprend les arts martiaux. Et ensuite, une fois qu'elle a décidé de ses intentions, donc en utilisant des routines agiles, par la suite, le reste de la matinée, elle est autonome sur ses apprentissages. C'est-à-dire qu'elle aura construit son plan le matin pour décider qu'est-ce qu'elle a envie de faire et comment. Et ensuite, elle pourra déambuler dans l'école pour pouvoir mettre en pratique sa réalisation. Voilà, exactement. Donc ça, c'est pour les savoirs académiques du matin. Et l'après-midi, on veut faire des choses plutôt qui travaillent sur l'intelligence collective, le collaboratif et les savoir-être. On a très bien compris le concept. Si on se renseigne un peu sur l'agilité, sinon on va avoir un podcast qui est beaucoup trop long, on va trouver plein d'indices avec le mot agile comme mot-clé pour comprendre l'approche que vous allez prendre. Toutefois, j'ai fait plein de podcasts sur plein de sujets différents et chaque fois qu'il y a une problématique, on finit à un moment ou l'autre à revenir sur cette foutue éducation qui est la source de beaucoup de problèmes. Je crois qu'on le minimise trop souvent. Et donc, j'aimerais qu'on ne rate pas l'importance du sujet qu'on développe aujourd'hui à ce micro. Je voudrais que nos auditeurs et auditrices ne sous-estiment pas l'impact de ce genre d'approche et à quel point il est important de vous soutenir, parce que ça, c'est vraiment la clé d'une société qui se sent mieux et qui va dans le bien-être et dans un équilibre mental plus fort. Moi, je vois le champ du possible, mais énorme. Alors, la question qui va suivre pour moi, c'est ma fille suit un enseignement dans ce type d'école où c'est plutôt genre méthode freinée, tu vois, et ils n'ont pas des points. Les gens ne les mettent pas en concurrence. Ils ont des couleurs. Et la couleur leur indique qu'ils sont en bonne voie, en moins bonne voie, ou ils doivent faire attention, travailler plus, travailler moins. Quelle est l'approche par rapport à cette école à votre niveau? Vous avez pensé à ces détails-là aussi, j'imagine? Ça, c'est plutôt Stéphanie qui regarde tout ce qui est évaluation, puis Carole aussi. Mais oui, on a réfléchi à l'évaluation. Et puis dans l'agilité, on sait que la culture du feedback, c'est extrêmement important. Et en fait, au lieu de dire de noter ou voilà, c'est vraiment ramener une culture du feedback où les enfants, ils sont acteurs. C'est-à-dire que des fois, ils décident de s'auto-évaluer. On va leur donner des moyens pour qu'ils apprennent à s'auto-évaluer eux-mêmes.
aussi qu'ils soient évalués par leur père et par les professeurs. Auto-évaluer par soi-même, ça c'est hyper sain et c'est ce qui manque énormément dans notre société, quoi. Combien de personnes se remettent en question au quotidien? C'est ça, ou le nombre de fois où, parce que moi je travaille avec des enfants, je suis éducatrice aussi, et où ils me disent je peux faire ça, est-ce que j'ai le droit, est-ce que c'est possible, est-ce que machin. Moi à chaque fois je leur ramène, je dis mais toi qu'est-ce que t'en penses en fait? Comment tu le sais que c'est juste? Ou comment tu sais que ça l'est pas? Et en fait ils ont cette conscience, les enfants, mais rarement on y fait appel parce que je pense que dans notre société on ne croit pas suffisamment aux capacités des enfants. La problématique, c'est les parents et l'adulte qui ont tendance à « t'es un enfant, t'as rien à dire, t'as pas ton mot à dire ». Quelle est la vision de votre association par rapport à la place des parents dans ce process? Est-ce que vous allez emmener les parents dans cette école et les impliquer? Ou est-ce que vous allez faire transpirer l'enseignement au travers de l'enfant vers la famille et la cellule familiale? Parce qu'encore une fois aussi, un point important, on dit parents, mais l'éducation à la maison, c'est pas que les parents, c'est les oncles, les tantes, les cousins, c'est tout ce qu'on observe. C'est un environnement, c'est un ensemble, c'est une approche holistique qu'il faudrait presque. Comment on fait ça? Complètement. Et bien justement parce qu'on a vu les limites chacune dans nos travails respectifs, que si on travaille que avec les enfants, à un moment donné, on est limité parce qu'en effet, il y a le terreau familial. Et donc l'idée dans notre école, c'est un autre pilier, c'est de créer une communauté modélisante. C'est-à-dire que tous les adultes qui sont autour de l'enfant, autour proches, puissent avoir accès à de la formation. Et donc nous, en tant qu'accompagnants dans l'école, on veut pouvoir être formés continuellement. Donc on aura des formations en continu. Et les parents, on va créer ce qu'on appelle une école des parents. Alors non pas pour dire nous on sait mieux que vous, ou voilà, mais c'est vraiment donner un espace déjà d'échange, parce que souvent les parents ils ont besoin d'écoute. C'est dur d'être parent à notre époque, ça n'a jamais été comme ça. Avant on n'avait pas des familles nucléaires, on avait des villages. Et donc nous c'est de recréer un peu ce village autour des enfants pour les accompagner et en fait permettre au mieux la meilleure éducation possible et grandir et apprendre ensemble. Et donc voilà. Est-ce qu'on risque pas d'avoir une étiquette utopiste qui se met sur l'approche? Comment est perçu votre projet quand vous en parlez? Je pense que utopiste, ouais, peut-être, mais en même temps, moi, je suis persuadée que c'est les utopistes qui vont changer le monde. Exact. Et on est en train de travailler aussi, on n'est pas que utopiste, on a les pieds sur terre et la tête dans les étoiles, c'est-à-dire qu'on est en train de travailler pour rendre ceci possible, aussi au niveau du financement, parce qu'on sait qu'à chaque fois, c'est un petit peu complexe. Mais voilà, comment on peut être créatif à ce niveau-là aussi? Par exemple, on veut mutualiser les espaces au sein de l'école, on veut chercher des moyens avec les RSE dans les entreprises. On réfléchit à comment rendre ça possible, mais moi, je suis OK qu'on m'appelle utopiste parce que on peut pas changer le monde en refaisant les mêmes choses qu'on a fait jusqu'à présent. Donc oui, je suis une rêveuse et je l'assume. Et c'est pour ça que je suis très honoré de te recevoir aujourd'hui en micro, parce qu'on s'entend bien sur ce plan-là. Alors, il y a aussi un aspect sur lequel je vais peut-être te surprendre, dont j'ai envie de parler. Mais encore une fois, dans les plus de 1000 podcasts que j'ai eu, où j'ai eu l'occasion d'échanger avec des gens, hors micro ou en micro, et ça s'entend parfois dans certaines émissions, dans les différents thèmes qu'on aborde, souvent revient chez moi la question de l'intergénération. Parce qu'encore une fois, on a la cellule familiale, mais la cellule familiale, c'est pas non plus une tranche d'âge. C'est parfois le contact avec les ancêtres. Et on est dans une société en Europe que je trouve, alors ça c'est ma vision, qui est peut-être biaisée, je sais pas. Moi je trouve qu'on est dans une société qui ignorons de plus en plus nos ancêtres. Est-ce que c'est parce qu'on a peur de voir la réalité de la mort, on n'a pas envie d'être confronté à cette mort et qu'on se dit je vais mettre mes vieux dans une maison de repos pour pas les voir? Ou est-ce que c'est un manque de valeur? Ou est-ce que on se dit victime d'une société qui ne nous laisse pas le choix autrement que d'eux, alors qu'en fait c'est une question de choix et de priorité? Mais moi, ça me choque de voir qu'on parque les gens dans des maisons de repos, alors qu'ils pourraient être dans les familles et qu'ils pourraient enrichir la famille par les échanges intergénérationnels. Parce que déjà, entre les parents et les enfants, quand tu as une ado, tu sais ce que c'est. Il y a déjà un différentiel de vocabulaire, de lexique et de compréhension. Mais si en plus on rajoute une troisième génération au même endroit, moi, j'y vois toute une richesse possible. Est-ce que c'est pas un point qui va être difficile aussi à traiter pour vous? Je sais qu'il y a beaucoup d'écoles et de lieux avec les enfants qui essayent de créer du lien avec la tranche d'âge plus âgée. C'était une réflexion pour vous? Vous y avez pensé aussi? On y a pensé, après ça fait pas partie de nos piliers, mais certainement qu'on pourra nous y pencher, créer des liens. Enfin moi je suis bénévole aussi à la Croix-Rouge et je donne du temps à un monsieur dont la famille veut plus le voir, et je suis complètement d'accord avec toi, la manière dont on traite la fin de vie, c'est d'une tristesse et c'est un isolement total, enfin encore plus quand les gens ne voient plus leur famille, ça fait mal au cœur quoi. Ouais, j'ai travaillé en maison de repos, parfois ça va encore beaucoup plus loin dans l'ignominie, c'est la personne est snobée, ignorée pendant toute sa fin de vie, mais quand elle décède, toute la famille débarque pour l'héritage. Ça. C'est moche, hein, mais voilà, ça existe, sachez-le. Et c'est pas si rare que ça. D'ailleurs, moi, c'est ça qui m'a fait venir au bénévolat avec la Croix-Rouge, parce qu'il y avait une pub anglaise comme ça, où en fait, la personne âgée avait dû envoyer une carte comme quoi elle était décédée pour pouvoir fêter Noël avec ses proches. Et tout le monde est venu, et puis c'était un peu la pub anglaise. Enfin voilà. Ouais, ça fait réfléchir quand même. Hein. Ouais. Le où est important. Tu as parlé de Genève, en Suisse. Est-ce que, même si c'est encore très tôt, j'en conviens totalement avec toi, est-ce qu'il y a une ambition de grandir et de s'étendre et de faire des petits bébés et de
contaminer la population mondiale. Oui, l'idée, c'est on crée quelque chose, on crée un concept, on réfléchit à tout ça, on met en place des process, on met en place des outils, on met en place un référentiel. Et ensuite, ce sera libre de droit ou libre d'accès, je ne sais plus comment on dit. C'est open source. Open source, voilà. Les gens qui voudront reprendre le modèle et puis le faire à un autre endroit, ils pourront le faire. Enfin voilà, c'est vraiment cette idée. Alors Marine, tu as parlé de piliers plusieurs fois, j'ai bien entendu. Donc c'est quelque chose qui était bien mûri, bien réfléchi. Est-ce qu'on peut faire, parce qu'on n'a abordé que 2 des piliers ou 3, je voudrais quand même pour l'auditeur et l'auditrice qu'on fasse un petit résumé des piliers essentiels de cette école et qu'on les revoie un par un avec leur nom et un objectif. Il y a 5 piliers. L'architecture au service des apprentissages. Les apprentissages agiles autonomes, c'est-à-dire autonomiser les enfants sur leurs apprentissages. La communauté modélisante, comment créer un village et apprendre à être meilleur éducateur autour des enfants et parents. Il y a les financements, un nouveau type de financement. Et ensuite, la dernière qu'on n'a pas abordée, c'est la gouvernance partagée. On souhaite, dès le plus jeune âge, que les enfants puissent avoir un impact au sein de leur école et puis pouvoir prendre des décisions, comme les écoles démocratiques, en fait. Donc c'est un peu aussi le côté, on va apprendre aux enfants à avoir un côté indépendant, entrepreneur très tôt. Complètement. Et d'ailleurs, ça me fait venir à... Souvent, on a une objection des gens qui disent « Ah, mais votre école, vous voulez remplacer l'école publique, elle ne convient pas à tout le monde, ou voilà. » Et non, en effet, notre école, elle ne convient pas à tout le monde et c'est absolument pas notre ambition. Et je crois qu'il faut arrêter de vouloir faire des écoles pour tout le monde. Il y a tellement de personnalités différentes, il y a tellement de profils différents. L'idée, c'est de se dire, OK, comment on peut avoir un patchwork de systèmes éducatifs qui se complètent pour que selon les besoins de l'enfant à l'instant T de sa vie et de la famille, parce que c'est un tout, on puisse y répondre dans notre société. Et ceux qui ont des projets d'école, contactez-nous aussi si vous avez envie de créer des choses. Enfin, on peut s'aider, même si c'est différent de nous. L'idée, c'est vraiment d'être au service du futur et d'être au service des enfants, quoi. C'est beau comme clôture. Mais j'ai quand même envie de te poser une autre question, du coup, parce que tu parles de points bloquants, de freins. Et moi, j'en vois un aussi que j'ai entendu et que j'ai vécu. Parce que comme je te dis, j'ai mis ma fille dans une école avec une approche différente. Et la question que même nous, on s'est inquiété, c'est de se dire, tiens, est-ce qu'après, quand elle aura fini ce cycle et qu'elle va à l'université, est-ce qu'elle sera aussi bien armée que ceux qui ont suivi l'enseignement classique ? Est-ce que tu as ce genre de réflexion, ce genre de frein qui vient aussi dans les discussions ? Oui, très souvent, parce que déjà dans les écoles démocratiques, là où j'ai travaillé, c'était une question qui revenait régulièrement. Voilà, et puis il y a eu des gens qui ont vécu dans des écoles alternatives qui ont mal vécu leur retour, entre guillemets, dans le modèle classique. Pour ce qui est des apprentissages, j'ai envie de dire, si on apprend aux enfants d'apprendre à apprendre, pour moi, ils ont une clé pour toute leur vie, en fait, tout simplement. Si on leur apprend que apprendre c'est fun, travailler c'est fun, pour moi, ils ont une clé pour toute leur vie. Et j'ai envie de rajouter, n'oublions pas la résilience. Et ne prenons pas nos enfants pour des débiles, encore une fois. Nos enfants peuvent être résilients, tirer les leçons et se casser la gueule, se faire mal. C'est une leçon et ça nous grandit. Mmh. Et c'est peut-être le défaut qu'on a, c'est de l'oublier. C'est ça. Et puis on vient, en fait, de manière réaliste, on vient tous de milieux différents. Moi, par exemple, j'ai travaillé, là, il y a 1 an, je travaillais encore à Ibiza, dans une école où je travaillais pour des gens, la plupart, ils étaient multimillionnaires. Et donc les enfants, ils étaient dans cet environnement-là. Et maintenant, aujourd'hui, je travaille avec des enfants qui viennent de l'immigration, de migrants qui ont vécu des choses difficiles. Et en fait, on vient tous de milieux différents. Pour moi, j'ai dû m'adapter, en fait, aux gens qui vivaient dans les quartiers. J'avais pas le même langage. Voilà. Je sais pas comment le tourner, mais on passe ta notre temps. résilience à toi en tant qu'enseignant. Oui, on est tout le temps résilient, en fait. On va tout le temps changer de milieu, on va tout le temps... Et tout le monde le fait, en fait. C'est pas parce qu'on est dans soi-disant une bulle. Enfin, notre école, elle nous marque d'une certaine façon. Le public nous marque d'une certaine façon. Et on le voit d'ailleurs aujourd'hui. Les enfants du public, d'ailleurs, il y a beaucoup de parents qui enlèvent leurs enfants du public pour ça. Je suis désolée, mais il y a quand même souvent une violence de plus en plus, etc. C'est un marqueur, en fait. Le public cible, on a tous compris que c'était des enfants. Mais ça commence de quel âge à quel âge ? Et puis surtout, moi, j'ai envie de te poser une question un peu provocante expressément. Si j'ai un enfant autiste demain et que je viens vous voir, est-ce qu'il est bienvenu ? Ou est-ce que ça va être difficile pour vous de l'adapter ? Pour répondre à la première question, donc la cible, entre guillemets, ça va être les 6-12 au départ. Oui. En gros, c'est pour commencer petit, puis après, on souhaite pouvoir le développer. Crescendo, quoi, jusqu'à Voilà, l'université, exactement. Mais pour l'instant, on va se focaliser sur les 6-12. Et pour répondre à la deuxième question, en fait, tout va dépendre parce que dans l'autisme, tu vois, par exemple, il y a un grand spectre. Oui, tout à fait. Donc, en fait, c'est pas l'enfant qui va être limitant, c'est plutôt nous. Est-ce que moi, Marine, ou mon équipe, est-ce que notre équipe, elle est capable De l'aider. de l'aider ? Si c'est pas le cas, alors non. En fait, on dira non parce que nous ne sommes pas en capacité. J'ai déjà travaillé dans des endroits où on a accueilli des enfants, on n'était pas en capacité de le faire. C'était un désastre. C'est pas le rendre service. Exactement. Donc, plutôt que de dire « Ah, c'est l'enfant qui est limitant », non, c'est le corps enseignant qui est limitant, qui est le facteur limitant. Merci de m'avoir consacré ton temps, de te déplacer de Suisse et de faire tous ces efforts, de faire cette belle démarche qui m'émeut beaucoup.
Et j'aimerais vraiment, vraiment, vraiment que les auditeurs et auditrices soient conscients de ce qui est en train de se jouer ici et vraiment fassent un effort de se dire je vais faire un don, même si j'ai les moyens limités, mais je vais faire un don, quoi. C'est vraiment super important. On mettra un lien dans le texte du podcast. Participez à cette démarche du podcaston. Et si vous n'avez pas faire un don, vous n'avez vraiment pas les moyens, alors c'est très simple. Partagez ce podcast et diffusez-le autour de vous. Parce que si vous n'avez pas les moyens, d'autres auront peut-être les moyens de réagir en nous écoutant. Et je le rappelle aussi, le petit message du voicemail possible dans le podcast, ce n'est pas seulement pour tes collègues, mais c'est aussi possible pour les auditeurs et auditrices qui peuvent te poser une question, réagir. Il y a un site internet pour l'école. Oui, il s'appelle En chemin vers l'école agile, comme ça s'écrit.com. Et on a aussi un podcast du même nom. On peut nous suivre sur les réseaux avec le même nom. Si vous allez sur le site, vous aurez toutes les informations. Ok, Carole nous a fait un magnifique travail. super. Et moi, je vais t'envoyer les infos du podcaston pour que la prochaine année, si vous avez envie de participer au podcaston en tant que podcastrice, eh bien, vous pouvez le faire aussi. Yes, Ça marche? ça marche. Merci beaucoup, Michel. À très bientôt et merci pour votre écoute à tous et à tous. Au revoir. You're listening to the Podcast Factory. Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par la SBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground. Et vous retrouvez tous les épisodes sur le site whatsyourstory.be.